nouvelle vidéo et on va faire cette fois un update lecture, celui du Disney Book Challenge organisé par Charlène des Les Lectures Sucrées, dont je vous mettrai la chaîne en barre d'infos, qui avait lieu au mois de février. Oui, ça fait un petit moment que ça a eu lieu, mais je lis tellement de livres, j'en suis actuellement à une douzaine par mois, que j'ai pas mal de retard dans mes updates lecture à vous faire en vidéo et même sur Instagram. Seulement, je ne peux pas tourner autant que je le souhaite vis-à-vis du travail. Pour ce challenge, j'avais choisi 5 lectures sur 4 catégories et 3 d'entre elles étaient en anglais. Donc oui, en effet, ça fait un peu beaucoup. Tout d'abord, dans la catégorie Mulan, pour mythes, légendes, guerre, héroïne, badass et dragons, j'avais mis le deuxième tome de Throne of Glass, Crown of Midnight de Sarah J. Maas, qui est Keleana en français. Par contre, je ne sais plus comment s'appelle le deuxième tome en français. Alors, je pense que si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous le savez. Avec ma copine de lecture canadienne Amélie, on a décidé de lire tous les tomes de Keleana en VO, en prenant la belle édition VO en relié, parce que c'est trop long. En français, c'est trop long. Ils vont à peine sortir le tome 5 sur 7 au mois de juin, la Martinière. Ils n'ont rien sorti depuis début 2021. Au lieu d'en sortir un en fin d'année, non, ils ont attendu. Voilà, on en avait marre d'attendre et on avait déjà entendu beaucoup de gens dire que la saga Keleana est meilleure en VO qu'en VF. Je vous en ai aussi parlé plusieurs fois. On ne sait pas pourquoi et on confirme après avoir lu le 0.5 en VO. Bon, ben, on ne l'avait pas lu en VF, donc. Mais le 0.5, puis le tome 1, puis maintenant ce tome 2, on préfère les lire en VO. Ils sont bien meilleurs. Ils sont très bons quand même en français, hein, mais il y a quelque chose qui nous chagrine avec la VF qui fait qu'on préfère ces VO. Alors, dans Keleana, ou Throne of Glass en anglais, on y suit Keleana. On est dans un univers de fantasy totalement inventé et Keleana est une des plus célèbres assassineuses du royaume d'Aldaran. Et c'est aussi une des plus jeunes. Malheureusement, 1 an avant les événements du tome 1, elle va être trahie par quelqu'un et elle va se faire emprisonner par le roi d'Aldaran dans les mines d'Amdovier. Au lieu de tuer, ils choisissent le châtiment de la faire enfermer dans les mines d'Amdovier. Et quand elle est enfermée dans cette prison, elle a alors 17 ou 18 ans, quelque chose comme ça, elle est vraiment toute jeune. Et 1 an plus tard, arrive Shaol, le chef de la garde royale. Elle croit que c'est son heure, que le roi a changé d'idée, qu'il va enfin l'exécuter, chose qu'elle souhaite, parce que vivre dans les mines, voilà, être esclave dans les mines, c'est pas génial. Sauf que non, Shaol conduit Keleana devant le prince Dorian, prince d'Aldaran, qui a une proposition à lui faire. Son père va organiser un grand tournoi avec des mercenaires, des voleurs, des espions, des assassins comme elle, des empoisonneurs, enfin tout ce qu'on veut, des malfrats, quoi. Et chaque noble de la cour, donc Dorian, le fils du roi, Pericton, qui est un haut placé du gouvernement, etc. Tous les nobles ont le droit d'avoir un champion. Et ils vont s'affronter, tous ces champions, pendant 3 mois. Et le gagnant deviendra le champion du roi, c'est-à-dire celui qui fera son sale travail. Quand le roi il dira « Eh ben mon champion, tu vas tuer celui-là parce que je l'aime pas », le champion y va. Ou parce que celui-là le gêne, le champion y va. Donc voilà, ça c'est le deal. Dorian lui explique que si elle travaille un certain nombre d'années pour son père, le champion, celui qui gagnera la compétition, se retrouvera alors avec le fait d'être libéré. Son nom sera lavé de tout soupçon et il sera libre, il pourra faire ce qu'il veut. Donc pour Keleana, qui elle à ce moment-là est dans les mines d'Amdovier, elle aspire qu'à une chose, c'est de pouvoir enfin se libérer de ces mines, enfin se libérer du fait qu'elle était aussi une assassin et de partir du royaume, tout simplement. Je crois qu'elle négocie 4 ans de contrat avec le roi si elle gagne, il me semble. À la base, c'était 6. Voilà. Le premier tome, c'est ça, c'est le déroulement, l'affrontement entre les différents champions pendant 3 mois avec des épreuves de poison, des épreuves physiques, des épreuves de combat. Voilà. Et au milieu de tout ça, vous avez une touche de fantastique, de surnaturel.
On a des meurtres très sanglants. Et très vite, Keleana se rend compte que ça vise les champions du tournoi. Et surtout qu'il y a une sorte de magie là-dessous. Alors que techniquement, la magie est censée ne plus exister dans ce royaume. Car le roi d'Aldaran l'a interdit et l'a bridé. Je ne veux pas vous en dire plus. Là, c'est le tome 2. On est quelques temps après la fin du tome 1. Je ne peux pas vraiment trop en parler parce que si j'en parle trop, ça va vous spoiler. Mais j'ai préféré ce deuxième tome. Je lui ai mis un 18 sur 20. Le premier, j'avais mis 17. J'ai préféré ce deuxième tome aussi parce qu'on diversifie au niveau des personnages. C'était déjà le cas dans le premier. On avait des chapitres du point de vue de Keleana en majeure partie et un petit peu de Dorian et Shaol. Et là, dans ce tome 2, on a Shaol et Dorian qui deviennent de plus en plus présents au fil du récit. Ils ont des chapitres vraiment qui leur sont consacrés régulièrement. Ils ont leur propre histoire en parallèle de celle de Keleana qui se connecte avec la sienne, bien sûr. Mais ils ont un développement personnel qui est plus poussé. Et franchement, j'adore les trois personnages. Keleana m'énerve encore de temps en temps. De toute façon, même encore dans le tome 3, vu que je l'ai déjà lu, je peux vous le dire, c'est toujours le cas. Après, c'est une jeune fille, il ne faut pas l'oublier, elle a 18 ou 19 ans. Donc, forcément, elle est jeune et en plus, elle a été enfermée à 17-18 ans dans les mines d'Andoville. Et avant ça, c'était une assassin. Donc, elle ne connaît pas vraiment les plaisirs de l'adolescence, elle n'a jamais connu ça. Donc, c'est pour ça que des fois, elle a des réactions envers Shaol et Dorian qui m'énervent, ou envers elle-même, parce que je la trouve immature parfois. Je la trouve un peu enfant. Mais je trouve que ça s'explique vis-à-vis de ça. Elle est jeune et elle n'a pas vraiment vécu. Et elle le fait quelque part dans les premiers tomes. Mais ouais, moi j'adore vraiment Dorian et Shaol, c'est vraiment mes chouchous. Keleana évolue tout doucement, mais sûrement. Et pour moi, on monte la note d'un petit point pour ce tome 2. Le niveau d'anglais, si vous souhaitez le lire, franchement, parmi toutes les sagas de Sarah J. Maas, parce que je suis tout en train de les lire, c'est la saga la plus abordable de Sarah J. Maas au niveau de l'anglais. Par contre, il vous faut quand même avoir un minimum d'acquis en anglais. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah, moi je sais dire deux, trois petites choses en anglais, donc je vais essayer. » Non, il faut quand même avoir fait un petit peu d'anglais à l'école et le comprendre. Mais c'est ce qui est le plus simple dans Sarah J. Maas si on souhaite lire du Sarah J. Maas en VO. Ensuite, j'ai lu un e-book, je ne l'ai pas encore en physique, mais il me le faudra, dans la catégorie Bambi, qui était comme thématique forêt, famille, animaux, saison, ce qui correspond tout à fait à cette saga. J'ai lu Le Clan Bennett, le tome 2, qui était Le Chant du Corbeau de T.J. Klune chez MXM Bookmark. MXM, donc, de la romance entre hommes. Bon, c'est un tome 2, je peux quand même vous en parler parce que chaque tome est consacré à des personnages différents, même si toute l'histoire globale de la saga se connecte les uns aux autres. Dans Le Clan Bennett, on suit une famille de loups-garous. On a la maman, le papa et les trois garçons. Et petit à petit, en fait, on commence la saga dans le tome 1, on ne les suit pas eux précisément, on suit Ox, qui est un jeune humain qui n'a pas de pouvoir, qui n'a rien de tout ça, et qui va devenir ami, se lier d'amitié avec la famille Bennett et tomber amoureux de Joey. Voilà. Chaque tome du Clan Bennett, il faut le dire, c'est du MM. Ça, à ce niveau-là, je n'ai pas encore lu les autres, mais je sais très bien. Le clan Bennett, une fois que tout le monde aura trouvé son compagnon, je ne sais pas comment ils vont faire pour avoir une succession, parce qu'ils finissent tous les enfants avec un homme. Et c'est des hommes. Mais voilà, donc chaque tome du Clan Bennett suit deux personnages précisément. Le tome 1, c'était Joe et Ox, l'humain et le loup. Le tome 2, qui est donc Le Chant du Corbeau, est axé sur Gordo, qui est un mage, l'ancien mage du clan Bennett, mais il n'en faisait plus partie depuis longtemps, et sur le loup Mark Bennett. Gordo et Mark se sont connus quand ils étaient enfants, il y a genre 15-20 ans en tout cas, avant le premier tome, parce que le clan Bennett vivait dans la petite ville où vit Ox et Gordo. Le père de Gordo était le mage du clan Bennett, car chaque clan a un mage, et Gordo a été formé par son père quand il était enfant pour devenir le mage du clan Bennett. Il l'a été
quand il était encore en fin d'adolescence, à peu près. Il l'a été pendant quelques temps. Malheureusement, il s'est produit des événements et le clan Bennett a dû partir de leur village où ils étaient établis et ils ont dû laisser Gordo. Le chef de meute a dû laisser Gordo et Gordo ne l'a pas bien vécu. Marc et Gordo ne l'ont pas bien vécu, mais Marc a suivi son chef de meute parce que c'était son frère. À un moment donné, Gordo, on découvre, lui a dit, tu choisis, c'est ton frère ou c'est moi, c'est ta meute ou c'est moi. On ne peut pas demander à un loup de choisir entre son âme sœur et sa meute. C'est arracher un morceau de soi si on se dissocie de sa meute. Mais voilà, on est 20 ans plus tard ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce tome 2, on va s'axer sur différentes parties. On va déjà commencer avec quand Gordo part avec Joe et les deux frères de Joe en chasse. C'est dans le tome 1, je ne peux pas vous en dire plus, mais ils partent en chasse de quelque chose. Ça se passe dans le tome 1 et ça dure sur 3 ans. Et on a les différents passages clés de ces 3 ans, entre Joe, Gordo et les deux frères qui accompagnent Joe. Marc, lui, est resté dans la ville avec Ox, avec Elisabeth, la femme de son frère. Enfin, je ne sais plus comment on dit la femme de son frère. Sa belle-sœur, oui, voilà. Il est resté avec sa belle-sœur, qui est en... Voilà, ils sont restés ensemble. Le clan s'est divisé, pour certaines raisons. Et donc, on va suivre Gordo pendant les 3 ans d'errance. On a quelques petits moments avec Marc, mais c'est surtout Gordo qu'on va voir pendant ces 3 ans. Parce que dans le tome 1, on a suivi Ox, Elisabeth, Marc et les autres humains pendant ces 3 ans. On n'a jamais su ce qui se passait avec Gordo, Joe et les deux frères de Joe. Là, on l'apprend. Donc, on a cette partie où on fait la rétrospective des 3 ans. On ne sait pas ce qui s'est passé vis-à-vis du tome 1. On a des passages dans le passé, en même temps que les 3 années qui se sont écoulées. Donc, dans le passé, je vous parle de 20 ans avant, hein, quand Gordo est un tout petit garçon, puis quand il devient plus grand, qu'il commence à éprouver des choses pour Marc. On découvre pourquoi le clan Bennett est parti, comment ils ont lâché Gordo, pourquoi Gordo l'a mal pris, pourquoi Marc et lui ont rompu aussi, à quelque part. Et une fois qu'on est remonté dans les 3 ans du tome 1, on est vraiment dans le présent, tout en continuant à être 20 ans dans le passé. Donc ça, il y a une dynamique entre le présent, les 3 ans du tome 1 et le passé d'il y a 20 ans. C'est très intéressant. J'aime aussi énormément l'écriture de Gigi Clune. C'est franchement la deuxième saga de Gigi Clune que je suis en train de lire en cours. 3e livre, si on compte le one-shot avec la maison au milieu de la mer Ceruléenne. Et j'aime beaucoup la plume de Gigi Clune. Il a vraiment une plume addictive qui se lit tout seul. Alors là, on n'est pas comme avec les contes de Vérania. Il y a de l'action. Dans les contes de Vérania aussi. Mais par contre, les contes de Vérania, c'est décalé, c'est déjanté, c'est loufoque. Là, c'est quand même... c'est une base de fantastique, oui. Mais ça reste plus classique. Voilà, c'est pas le clan... parce que les contes de Vérania... c'est perché, vous avez une licorne qui fait des cacas multicouleurs, qui parle et qui est gay. Ben voilà, donc c'est très drôle. Là, il y a des moments drôles, mais on est dans une histoire plus classique. J'apprécie aussi beaucoup dans le clan Bennett, dans cette saga, c'est les liens de famille. À chaque tome que je lis, j'adore cette famille du clan Bennett qui est ouverte sur le monde, qui est ouverte et ouvre sa porte à des gens comme Ox, ce petit être humain qui n'avait plus que sa maman, son papa l'avait déçu, le père il s'est barré quoi en fait. Ils ont fait pareil avec Gordo, ils l'ont accepté, ils ont accepté d'autres humains au fil du tome 1 et au final c'est une seule et grande meute en incluant dans cette meute des humains. Mais même les humains ont un lien avec la meute, arrivent à percevoir des choses dans leur tête vis-à-vis de la meute alors qu'ils ne sont pas loups parce que leur lien est fort. Parce que c'est une famille différente, c'est une meute différente de tout ce qui se fait. C'est d'ailleurs bien le problème, c'est que le clan Bennett devient un peu trop fort, devient une grosse meute, n'a pas seulement des animaux, mais des humains dans sa meute. Et ça pose des soucis à la hiérarchie des loups-garous. Mais voilà, c'est franchement pour moi, vous l'aurez compris, ça a été à 20 sur 20. J'ai vraiment hâte de continuer cette saga. J'adore vraiment ce que fait Gigi Clune. Je crois que franchement c'est un auteur. Je pense que ça va devenir un de mes chouchous. Ensuite, dans la catégorie Simba, les mots-clés c'était combat, royauté, amitié, aventure.
j'avais le livre tout trouvé, toujours en VO, Prince captif, en VO c'est Captive Prince de C.S. Packet. Et en français, c'est Prince captif, que vous pouvez retrouver chez Bragelonne en édition intégrale. Il est en anglais, je l'ai déjà lu en VF, c'est une relecture, c'est le tome 2. J'adore toujours autant. Le prince captif, de quoi ça parle? On est du point de vue de Damen, qui est en fait Damianos d'Achélos, le rang de verre, du royaume de verre. Mais on est surtout du point de vue de Damen, hein. On n'est pas du point de vue de Laurent. Damen, dans le tome 1, parce que je ne vais pas trop vous en dire, mais je vous apprends rien, c'est dans la couverture du tome 1. Damen est trahi par son frère, qui va le vendre en esclavage, alors que Damen devait devenir roi à la mort de son père. Il le vend en esclave sexuel au royaume de Ver, royaume ennemi d'Achélos. Ils font croire, Castor il s'appelle, Castor fait croire que son frère est mort, qu'il a été tué, donc le roi Damianos, enfin futur roi Damianos, et que c'est lui qui va prendre le pouvoir. Et il va donc offrir Damen au royaume de Ver, à un émissaire qui va venir pour prendre des esclaves. Et il va carrément dire, Castor annonce que Damen, cet esclave, on va l'appeler Damen, il dit, j'ai fait exprès de l'appeler Damen, pour l'offrir à votre futur roi, Laurent, puisque Laurent déteste monumentalement Damen, car quelques années avant, Damen, parce que Damen est un peu plus âgé que Laurent, quelques années avant, Damen a tué Auguste, le frère de Laurent, qui était celui qui devait hériter du royaume de Ver, faisant de Laurent le futur héritier du royaume, chose qu'il ne voulait pas être, il n'avait pas l'intention d'être roi, hein, Laurent. Et en plus de ça, Laurent aimait énormément son frère Auguste. Donc il déteste le royaume d'Achélos, mais surtout Damen. Et Castor sait très bien qu'en offrant Damen à Laurent, si Laurent découvre que c'est pas juste un esclave que j'ai appelé Damen, comme ça votre prince pourra en faire ce qu'il veut, genre le faire fouetter en imaginant que c'est Damen alors que c'est vraiment lui. Mais voilà, il espère que si Laurent découvre que c'est Damianos, il va le tuer. Clairement, c'est ce qu'on comprend. Et c'est vrai que le premier tome est difficile à passer. Il y a des trigger warnings, il y a du viol, il y a de la pédophilie, il y a à un moment donné de l'inceste, il y a de la violence, il y a de la relation entre hommes, il y a du sexe. Parce que oui, c'est une saga MN, donc homme-homme. C'est vrai que le premier tome est difficile à passer. Il y a 3 ou 4 scènes très dures à passer. Mais j'en parle souvent. Et là, j'en ai parlé derrière moi avec Kayla. J'espère que je dis bien son nom. Et on a le même point de vue. Il ne faut pas oublier une chose. Le royaume d'Achélos s'inspire de la Grèce. Et le royaume de Laurent, Vert, s'inspire de la France. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque des Grecs et des Romains, on faisait des orgies. On faisait des batailles, on faisait des orgies, il y avait de l'esclavagisme, il y avait de l'esclavagisme sexuel, c'est pas nouveau. Donc c'est quelque chose qui est dérangeant, on est d'accord, mais dans notre propre histoire, on l'a vécu. Comme on dit avec Kayla, il faut passer par-dessus ce premier tome. Je dirais que vers les 3/4 du tome, on arrête avec les choses très choquantes et on commence vraiment à comprendre qu'il y a des complots politiques, car c'est vraiment ça. Le cœur de l'histoire, c'est la guerre et les complots politiques. Il faut démêler la vérité. Laurent est un personnage, comme on découvre dans ce tome 2, mais il a toujours 2 ou 3 coups d'avance sur son ennemi. Même Damen l'admire pour ça. À chaque fois que Damen finit par découvrir que Laurent dit un truc, ou fait un truc, et Damen lui dit non, mais ça va pas. Parce que dans ce deuxième tome, il s'allie. Alors, Laurent ne sait toujours pas que c'est Damianos. Hein. Il croit toujours que c'est juste un esclave sexuel. Mais Damen a fait quelque chose qui fait que Laurent a pris confiance en lui. Et comme ils doivent aller tout près des frontières avec le royaume d'Achélos, Laurent le prend comme homme de main, comme conseiller, parce que Damen connaît très bien les frontières et pas Laurent. Et c'est ça qui est beau, c'est que voilà, même Damen, des fois, il dit « Non mais Laurent, faites pas ça parce qu'il va y avoir ça. » Et Laurent lui dit « Tu me laisses faire, hein, c'est moi le prince, je sais ce que je dis. » Et au final, Laurent avait 90% du temps raison. Et même Damen est là, il a toujours un coup d'avance. Le tome 2 finit sur un truc, c'est un putain de cliffhanger. Même en le relisant, j'étais encore là, mais Laurent, ce génie, quoi. Il a toujours un coup d'avance. Ce tome 2 est en plus, il y a du rapprochement entre Damen et Laurent, parce que dans le premier tome, il n'y en a pas vraiment. Hein.
On sait qu'on va être sur un MM, mais le premier tome, il se déteste. On ne peut pas le dire autrement. Là, le tome 2, il commence à y avoir des rapprochements et surtout, il y a des moments mais hyper drôles, quoi. Je pense notamment à la scène du balcon. Voilà, on a Laurent, ce mec frigide, c'est ce que disent ses gardes, frigide, qui sourit jamais, qui rigole jamais, qui fait jamais la fête. Bref, Drago Malfoy numéro 2, comme je l'appelle, qui se met à pouffer de rire sur un balcon dans un moment où il faut surtout pas qu'il se fasse prendre. Voilà, c'est juste des trucs comme ça. Moi, c'est Prince Captif, c'est un bijou. Et pour moi, c'est un 20 sur 20, forcément. Ensuite, dans la catégorie Mulan, toujours. Donc, c'était mythe, légende, guerre, héroïne badass, dragon. Merci, Electra vient de sauter, ça a dû vous faire bouger tout le truc. Elle a sauté sur la table. J'avais pas ce qu'il me fallait pour... mythe, légende, dragon. C'était un peu limite avec le tome 2 de Kéliana. Dès le tome 3, il y a des dragons. Mais c'est pas le cas dans le tome 2. Les mythes et légendes, on est sur de l'inventé, c'est pas vraiment... Du coup, je m'étais mis l'encyclopédie des animaux fantastiques aux éditions du Héron d'Argent, qui est de L.A. Brown, H. Coulorred et Vanessa Calico. Déjà, regardez-moi cette couverture. Magnifique. Ce livre est magnifique. Je vais vous montrer. Là, vous avez l'illustration, je vous l'ai déjà fait voir. Hein, mais... Je vais vous montrer, par exemple, là, on a une magnifique double page. On a toujours des mises en page pour les textes trop belles. Là, on a le kitsune avec la photo de l'illustration. Les livres, les beaux livres du Héron d'Argent, mais c'est des merveilles. Et là, on est donc sur des animaux fantastiques. On a le kitsune, comme je viens de vous montrer. Il y a aussi le monstre du Loch Ness, par exemple. Je crois qu'il y a une photo. Oui, il y a une très belle illustration d'ailleurs du monstre du Loch Ness. On a des animaux donc très connus. Hein. On a aussi le dragon, forcément. Mais il y a des choses moins connues, comme, je sais pas moi, la danque. Oh, il y a des animaux que je ne connaissais pas. Et alors à chaque fois, on nous parle un petit peu du conte. On nous dit d'où il vient, de quel pays, le conte ou la légende. Et après, il y a toute une petite histoire. Par exemple, là, pour la danque, c'est au Pays de Galles, près du Limbarfog, en 512. On vous raconte un peu l'histoire, la mythologie de l'animal, ou alors une anecdote. Pour le monstre du Loch Ness, si je me souviens bien, on nous parle d'une petite fille, en fait. Lisbeth Lovegrove, qui est une cryptozoologue. Elle voulait prouver l'existence de créatures marines géantes, etc. Bref, j'ai vraiment adoré ce livre, je lui ai mis un 20 sur 20. On découvre des animaux fantastiques de certains pays qu'on ne connaît pas, d'autres qu'on connaît vaguement, hein, comme le monstre du Loch Ness, comme le dragon, comme Pégase, bien entendu. Ça, c'est des classiques, mais on découvre vraiment des animaux avec à chaque fois une petite histoire ou une anecdote sur l'animal. On voit d'où il vient, on nous parle de ses caractéristiques, un petit peu de ses pouvoirs. Franchement, mais c'est un surkiff, cette lecture, c'était vraiment un petit bijou. Je vais encore vous montrer une ou deux images. Merci Electra. Qu'est-ce que je peux vous montrer? La panthère de l'eau, par exemple. Je n'ai jamais entendu parler de la panthère de l'eau avant ce jour. Mais oui, la panthère de l'eau qui vient de l'Amérique du Nord, aux abords du lac Supérieur, il y a fort longtemps. Rien que pour vous citer ça. Ou le catatosque, petit écureuil, qui lui vient de... Je crois qu'il est lié à Loki. Je connais un puissant frêne qui se dresse. Son nom est Yggdrasil. Ouais, voilà, c'est lié à Yggdrasil. Donc ça, c'est lié à la mythologie nordique, par exemple, le petit écureuil. Franchement, vraiment topissime. Si vous aimez les animaux fantastiques, si vous aimez les beaux livres, alors c'est un budget, on est d'accord, c'est un beau livre à 30 €. Mais franchement, pour moi, du Héron d'Argent, j'en ai plusieurs. Je les aime tous beaucoup. Mais c'est clairement, jusqu'à maintenant, mon Héron d'Argent préféré. Je ne peux que
que vous le conseillez. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il peut se lire avec les enfants. Je pense que je vais le prendre au travail une fois, parce que clairement, on est sur des mythologies d'animaux. Regardez-moi celui-là. Un lapin avec des cornes dans la forêt. Ça peut aussi être très intéressant pour les enfants, du coup. Il ne fait pas peur ni quoi que ce soit, donc c'est vraiment parfait. Pour moi, ça a été un 20 sur 20. Et enfin, la dernière lecture de ce Disney Book Challenge, dans la section belle qui était Enemies to Lovers, objets ensorcelés, monstres et malédictions. Le tome 1 aurait été parfait, mais le tome 2 va aussi très bien, comme disait Charlène. À Cotard, A Court of Thorn and Roses, et là c'est le tome 2, c'est donc A Court of Mist and Fury. Je ne sais plus le titre en VF, pourtant je l'ai lu en VF. Mais c'est la saga à Cotard. En VF, c'est la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Oui, vous avez eu 2 Sarah J. Maas dans cette update. C'est aussi une relecture. J'ai lu toute la saga en VF et là, je la relis toute seule en VO. Et en plus, juste un petit conseil, lisez la saga à Cotard avant de vous lancer dans Crescent City. Voilà. Bref, pas plus. Je suis vraiment ravie de refaire cette relecture parce que c'est un univers dans lequel j'adore me replonger. Franchement, c'est une saga coup de cœur pour moi. De toute façon, Sarah J. Maas est mon autrice préférée actuellement. Je pense qu'elle le restera pour ACOTAR, pour Crescent City et même pour Keleana, parce que j'avance dans les tomes et plus j'avance, plus j'aime aussi Keleana. Mais clairement, le tome 2 d'ACOTAR, c'est mon préféré. C'est un 20 sur 20, comme pour la version française. Alors là, dans cette saga, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler d'ACOTAR ? Pour résumer le tome 1, parce que là c'est un tome 2 et je ne veux vraiment pas trop vous en dire parce que tout change dans le tome 2. Mais dans le tome 1 d'ACOTAR, on est sur une réécriture, clairement, de La Belle et la Bête. On y suit Feyre, qui est une jeune humaine qui vit à quelques kilomètres du mur qui sépare le royaume des humains du royaume des failles, des créatures magiques, surnaturelles, dont on ne dit pas forcément du bien. Les humains les craignent, dû à une guerre qui a eu il y a très longtemps en arrière. Ils les craignent, pensent que c'est des créatures maléfiques qui torturent les humains, qui font de l'esclavagisme d'humains. Bref, des charmantes choses, comme vous voyez. Sauf que Feyre est très pauvre et elle vit avec ses 2 sœurs et son papa. Et c'est la seule qui nourrit sa famille parce que son papa est handicapé d'une jambe. Et c'est elle qui va du coup chasser parce que ses 2 sœurs, il ne faut pas leur demander. Elaine, elle est prise dans ses petites fleurs. Et Nesta, Nesta c'est Nesta. Elle a un sale caractère, elle ne se voit pas aller chasser, elle ne se voit pas travailler. Nesta, c'est Nesta. Jusqu'au tome 4, Nesta, je ne l'aimais pas de toute façon. Donc Feyre, c'est elle qui va chasser des animaux. Comme ça, la viande leur sert pour ne pas mourir de faim. Et les peaux, elle va les vendre sur le marché, après les avoir dépecés, pour faire un petit peu d'argent, pour s'acheter des nouvelles chaussures, des nouveaux vêtements. Voilà. Et un jour, Feyre, lorsqu'elle chasse, se retrouve à s'approcher grandement du mur des failles. Elle va trouver une biche et elle va trouver un énorme loup qui est en train de chasser la biche. Et elle va hésiter, elle va se dire, est-ce que c'est qu'un loup? Et je tue les 2, et j'ai 2 peaux, et j'ai une réserve de viande fraîche, et puis de la viande que je vais pouvoir mettre à sécher dans les prochains mois pour garder pour plus tard, quand il y aura la nécessité. Ou est-ce que je me dis, vu la taille de ce loup, c'est pas un loup normal et c'est un faillé, et normalement c'est interdit de tuer un faillé, et elle le sait très bien. Et Feyre prend le risque, je vous apprends rien, c'est pratiquement, je crois que c'est dans le résumé, ou peut-être pas, mais c'est les premières pages du livre. Hein. Et Feyre va tuer le loup et c'était un faillé. Et dès le lendemain matin, une bête surgit dans leur maison en demandant qui a tué le faillé. Et Feyre va se dénoncer parce qu'elle ne veut pas qu'il arrive du mal à sa famille. Et la bête lui dit une vie pour une vie. Donc elle croit qu'elle va mourir, mais en fait non. La bête la conduit dans le royaume de Prythian. En fait, la terre s'appelle Prythian et après il y a plusieurs grands seigneurs. Et elle va atterrir à la cour du printemps. Et tout ce qu'il lui demande, c'est de vivre là, à la cour du printemps. Rien de plus. Seulement, elle est à quelque part prisonnière, dans le sens où c'était elle qui nourrissait sa famille, elle qui les habillait grâce aux chasses, parce que du coup, elle faisait des sous dessus. Elle se dit, mais comment ma famille va faire sans tout ça? Et voilà, c'est le début du livre, je vous en dis pas plus. Mais il y a toute une saga, ça c'est le tome 2, il se passe d'autres choses. Dans ce tome 2, Sarah J. Maas fait un revirement de situation, je ne vous dirai pas sur quoi, mais elle approfondit son histoire, ça c'est sûr. Et en plus de la développer et de l'approfondir, elle nous fait découvrir de nouveaux personnages. Elle fait un revirement
et des nouveaux personnages arrivent vis-à-vis de ce revirement que j'aime tous, mais ils sont tous attachants. Mais moi j'ai juste envie de vous dire, mais j'ai envie de vivre à Velaris, j'ai envie de vivre dans la cour de la nuit. J'adore Cassian. Cassian, c'est mon chouchou d'amour. Même avant le tome 4, déjà depuis ce tome 2, quand on le découvre, moi j'adore Cassian. Azriel aussi est top, Mort, je l'adore. Amren, et puis alors Richand, mais est-ce qu'on parle de riche, quoi. Ah, bref, c'est une saga coup de cœur, comme vous l'aurez compris. Et alors, pour parler de la VO, encore une fois, je trouve que c'est meilleur qu'en VF. Ça, c'est un avis personnel. Mais le niveau d'anglais, comme je vous ai dit avant, je pense que si vous n'êtes pas sûr en anglais, préférez Keleana avant de vous lancer dans ACOTAR. Clairement, pour moi, dans les sagas de Sarah J. Maas, Keleana est plus accessible. Peut-être parce qu'elle l'a écrit quand elle était plus jeune. Et qu'ensuite, c'était une fanfiction, je crois d'ailleurs, Keleana à la base, me semble-t-il. Moi, j'ai lu ça, que Keleana était à la base une fanfiction qu'elle publiait sur Internet. Puis après, elle a commencé à écrire ACOTAR, qui a été pris par la maison d'édition, c'est Bloomsbury, si je ne vous dis pas de bêtises, depuis le début, qui a choisi de lui faire confiance. Et quand ils ont vu le succès d'ACOTAR, ils lui ont dit, eh ben, on est intéressé par publier ta fanfiction. Je crois que c'était sur Wattpad à l'époque, peut-être, je ne me trompe pas, mais je crois que c'était Wattpad. Et donc, ils ont aussi publié Keleana. Mais voilà, la première saga qu'elle a écrite, c'est Keleana. Ensuite, c'est ACOTAR. Et ensuite, Crescent City. Et très franchement, dans l'écriture, même en VO, ça se ressent. Et en VF aussi. Les styles sont différents. On sent que l'autrice vieillit, mûrit, qu'elle prend de l'âge, qu'elle sait, qu'elle est de plus en plus à l'aise dans ce qu'elle écrit, dans la maîtrise de l'écrit. Et du coup, forcément, Keleana est plus simple en VO. Et ACOTAR a déjà un petit niveau au-dessus en VO. Donc voilà, si vous voulez commencer une lecture de Sarah J. Maas en VO, mais que vous n'êtes pas sûr, commencez par Keleana. Ensuite, essayez ACOTAR, qui est un niveau plus élevé, et en dernier Crescent City, parce que c'est de l'urban fantasy qui a énormément de personnages, de noms, de créatures, de peuples, de tout ce qu'on veut. Et Crescent City en VO est clairement l'univers le plus complexe de Sarah J. Maas. Mais ACOTAR, c'est du milieu. Voilà, ça reste très abordable. Bon, après, moi, les trois univers, je les comprends. Hein. Même Crescent City, je comprends 95% de ce que Sarah J. Maas écrit. Mais voilà, ça c'était pour le deuxième tome. Et bien sûr, lui, ça a été un 20 sur 20, quoi. Mais c'est pour moi une saga chouchou. Et voilà, les 5 lectures du Disney Book Challenge, organisées donc par Charlène. N'hésitez pas à me dire si parmi les livres que je vous ai présentés, il y en a que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, ou s'il y en a qui vous font envie. N'hésitez pas non plus, si vous avez fait le Disney Book Challenge, à me laisser en commentaire ce que vous avez lu, ou une vidéo, si vous en avez fait une. J'irai la voir avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. C'est ce qui permet au petit contenu de se faire connaître et c'est toujours agréable. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!